Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour l'entrepreneur. Alors, euh, je vais m'y mettre pour vous parler d'un sujet important, les négociations. Je l'ai mis au pluriel parce qu'il y a plusieurs façons de négocier. Qu'il y a plusieurs types de négociations et qu'on a abordé ce sujet à différentes occasions et que c'est donc intéressant maintenant de regarder ce qu'on s'était dit et comment on peut faire converger tout ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'une négociation et comment la réussir en fait finalement. Alors il y a bien longtemps, 4 ans et demi de cela, Joe avait fait une présentation sur les négociations virtuelles, mais il avait d'abord commencé par un topo sur les différentes façons de négocier. Donc il y a une première qui est le compromis. Je te donne un bras, tu me donnes un bras. La seconde qui est la négociation raisonnée. On peut garder nos bras tous les deux, mais se les prêter. Et puis après, il y a des modes qui sont la force, la ruse, le mensonge, ou au contraire la transparence. On a la colère, la peur, ou au contraire la joie. Alors, il parlait du compromis en disant le compromis, c'est pas forcément la bonne façon. Puisqu'en fait, vous avez euh, l'exemple des deux sœurs qui doivent se partager une orange. Bon, bah, on se partage une orange. Le compromis, c'est chacun une demi-orange. Sauf que si on regarde l'usage de ces demi-oranges, il y en a une qui va faire du jus et l'autre qui va utiliser les zestes pour son gâteau. C'est ridicule. Il y en a une qui va avoir des zestes et qui va pas savoir quoi en faire et l'autre qui va avoir du jus et qui va pas savoir quoi en faire. Donc le meilleur résultat eût été de donner deux jus à l'une et les zestes à l'autre. Et on aurait eu une meilleure répartition de la valeur. Et il amenait un autre exemple qui était comment on fait qu'on ne peut pas couper la poire en deux. Donc il donnait l'exemple de ce bédouin qui avait des chameaux à répartir entre ses enfants, et la règle de répartition, l'aîné la moitié, le deuxième un tiers, le troisième un neuvième. Ouais, mais enfin, il a 17 chameaux. Comment vous faites ça? Essayez, vous allez voir, ça marche pas. Et il va parler à une sage qui lui dit, écoute, je te passe un chameau, ça va faire 18. 18 par 2, 9. 18 par 3, 6. 18 par 9, 2. Donc le premier à 9, le deuxième à 6, le troisième à 2. Ça fait 17 chameaux. Et tu me rends le chameau après. On a apporté quelque chose qui va permettre de rendre la négociation facile, de rendre le partage facile. Donc, c'est une démarche où on va essayer de trouver le 18e chameau. Alors, tout ça nous amène à la négociation raisonnée. On la doit à William Ury. C'est souvent appelé le Harvard Project. C'est donc le moyen de réussir à obtenir un accord intéressant pour tout le monde. Et on a donc une approche, une variante de cette approche, qui est la négociation basée sur la valeur, où on s'efforce de toujours utiliser ce gagnant-gagnant comme processus. Après, vous avez un autre grand euh, spécialiste de la négociation qui est Chris Voss, qui a fait un sujet sur ne coupez pas ne coupez jamais la poire en deux. Donc tout ça, c'est des gens qui vous disent il faut aller dans une négociation raisonnée. La négociation raisonnée, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'un contre l'autre, puisque l'un contre l'autre, ça crée des phénomènes de in-group, out-group, qu'on va voir un peu après.
Euh, on transforme l'autre en obstacle, en ennemi, et on va lui attribuer un mauvais rôle, et on va partir sur des préjugés, des clichés. Donc plutôt qu'à ça, on va dire que le face-à-face doit se transformer en côte à côte. Parce que finalement, si on fait ensemble, on peut résoudre notre problème et celui des autres. Donc le gagnant-gagnant, c'est vraiment un processus. Et le dernier point qu'a apporté Joe, enfin, parmi tous les points, le dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le fait que les intérêts, finalement, dans la négociation, les intérêts des uns et des autres, peuvent se classer en trois catégories. Il y a ce qui, il y a les intérêts convergents, c'est-à-dire les mêmes pour eux et pour nous. On a tous les deux ce même intérêt à faire. Évidemment, vous voyez que de l'autre côté, il y a les intérêts divergents. Si je gagne, il perd. S'il gagne, je perds. Ces intérêts sont en opposition, en confrontation. Et puis, il y a une troisième catégorie auquel on pense rarement. Ces intérêts différents. S'il gagne, ça ne me change rien pour moi. Si je gagne, ça ne change rien pour moi. S'il gagne, ça ne change rien pour moi. Pour moi, si je gagne, ça ne change rien pour lui. Ce sont des intérêts différents. Alors, les premiers, les convergents, il faut les partager ensemble pour qu'on soit bien d'accord et puis les valider. Est-ce qu'on est bien clair que ces intérêts convergents pour l'un et l'autre? Oui, ça a l'air d'être valable, donc c'est super. Les seconds, il faut les identifier, les nommer, les mettre, mais les mettre de côté pour plus tard, parce que c'est à la fin qu'on va être capable de faire des sacrifices l'un et l'autre, vu tout ce qu'on a gagné. Et les intérêts différents, c'est ceux qui vont apporter de la valeur supplémentaire dans la négociation, qui vont permettre, et il faut brainstormer dessus et les explorer, chercher au travers d'un questionnement, au travers de scénarios, à voir comment on peut étendre ça, améliorer ça, faire mieux. Et si on faisait ci, et si on faisait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu plus tard, Patrick a fait une chronique pour dire ne bluffez pas en négociation. Si vous bluffez, ça risque de vous retomber dessus, de vous, euh, de, de vous mordre. Alors là, est-ce que j'arrive à faire ça? Voilà, tu bluffes, Martini. C'est la suivante. Mieux. Je suis bloqué dans le néant. Hop, hop, voilà. Donc ça, c'était la chronique que Patrick avait fait sur le bluff en expliquant que le bluff a un problème, c'est qu'il va détruire la confiance, qu'il va détruire la capacité à processer. Puis il avait fait une dernière chronique qui était pourquoi est-ce qu'il faut préparer ces négociations et cependant oublier cette préparation. Donc il parlait du livre d'Axel Roth, Donnant, Donnant, et puis il cherchait à travailler sur qu'est-ce qu'on va faire pour préparer la négo. Donc, il faut clarifier ses objectifs, connaître l'autre partie et imaginer des options. Et ça va permettre d'être plus assuré. Alors, clarifier ses objectifs, eh ben, c'est parce que on sait ce qu'on veut atteindre, qu'on peut s'organiser, qu'on peut améliorer le dialogue. Et puis, connaître l'autre partie, ben, savoir qui on a en face, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'on peut avoir toutes ces infos, qu'est-ce que pourraient être ses intérêts et est-ce qu'ils ont une façon de négocier particulière? Imaginez les options, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce qu'on a des contraintes? Quelles informations on veut garder secrètes? Quelles sont les alternatives? Et tout ça, ça permet d'être plus à l'aise, plus décontracté, et donc de mieux voir l'autre, de mieux comprendre l'autre, de mieux influer sur l'autre, inconsciemment ou consciemment, et d'exprimer en fait de la confiance et de l'assurance. Donc ça, tout ça, c'était pour dire qu'il fallait préparer, c'était super important. Mais
il y a aussi une nécessité d'être face à une page blanche. Et la principale raison, c'est que ça évite les préconceptions, ça évite d'avoir une idée initiale qu'on va plaquer sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on comprend et sur ce qu'on découvre. Donc, d'essayer de partir de la réalité actuelle, d'être à l'écoute et de démarrer par des choses objectives et des principes. Donc, c'est le principe de l'écoute sur une page blanche. Et en conclusion, donc, il disait que finalement, il fallait passer le même temps à préparer qu'à négocier, ça permettra d'être plus détendu, mais qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit qu'on n'a pas les éléments au départ, donc que ce qu'on avait décidé avant était en fonction de ce qu'on avait comme élément et qu'il va falloir être souple dans la négociation. Voilà. Et donc, l'idée de préparer nous permet d'avoir des choses à mettre sur la table et d'enrichir la négociation. Donc, moi, la question que je pose, c'est quelle négociation? Est-ce qu'on parle d'une négociation long terme? Et vous savez qu'il y a une expérience qui a été faite dans le cadre des matchs de football américain ou les matchs de baseball, où il y a des marchands qui viennent se mettre dans cette grande foule qui se réunit. Et ces marchands, on peut étudier leur comportement parce qu'on voit les produits qu'ils vendent et à quel prix. Et finalement, ce qui va donner un prix plus élevé, plus injuste, c'est le fait qu'on n'ait pas un local. Si on parle à quelqu'un qui habite à 5 000 kilomètres, la probabilité de le revoir étant plus faible, on va très certainement se permettre des choses avec lui. On va faire une négociation de court terme. Donc nous, on est plutôt sur la logique du gagnant-gagnant. Et la logique du gagnant-gagnant, ça nécessite de comprendre l'autre. Alors là, ça fait appel à cette notion de in-group, out-group. Vous voyez, ces jeunes femmes-là, elles se sentent faisant partie d'un même groupe et donc du coup, elles ont quelque chose de commun. Et finalement, elles n'ont aucune espèce d'empathie, aucune espèce de compréhension de celui qui est à côté d'elles. Il n'est fait pas partie de leur groupe. Ce brave monsieur a l'air bien sympathique, on lui confierait ses enfants, mais est-ce que c'est la même chose si on sait qu'il pilotait Enola Gay et qu'Enola Gay, c'est ceux qui ont largué une bombe atomique sur Hiroshima? De la même façon, on a des gens dont on se sent très proche et si un de nos enfants se plante un clou dans la main, on a presque aussi mal que lui, on souffre autant que lui. Si c'est un étranger d'une autre tribu, ça ne nous fait rien. Il se transperce la peau avec des clous et on regarde ça de loin comme une curiosité. Alors, c'est des concepts euh, du sauvage, hein. On se dit, voilà quelqu'un qui est finalement un sous-doué qui euh, n'a probablement pas un cerveau de notre taille, etc. Sauf que quand on les étudie, on s'aperçoit qu'ils sont très sophistiqués, qu'ils ont un mode de pensée incroyablement fin, qui vaut le nôtre à bien des égards. Il n'y a pas une supériorité à trouver. Alors c'est très important parce que on est en train de parler d'écoute. Et si je vous dis que je vous ai trouvé un professeur pour améliorer votre allemand et que je vous montre Claudia Schiffer, vous allez être probablement plus capable de l'écouter que si c'est un dignitaire nazi, où vous voulez vous dire là que malgré sa très grande connaissance de l'allemand, probablement vous allez être moins capable de l'écouter, de le comprendre. Donc c'est toute la notion de la boîte à monstres, qui est cette boîte dans laquelle on va enfermer tous les gens qui sont pour nous des monstres, et on peut faire tout ce qu'on veut à une boîte à monstres. On a le droit de la centrifuger, on a le droit de la mettre sous une presse hydraulique. C'est
OK. Pourtant, dans la boîte à monstres, on a mis toutes sortes de gens qui sont des gens tout à fait normaux, tout à fait acceptables. Donc réussir à éviter de mettre la partie adverse dans une boîte à monstres, ça rejoint ce que Joe nous disait, ça rejoint cette notion de rester en capacité à faire de l'autre un partenaire, quelqu'un qui va nous permettre de gérer le problème. Alors écoutez, c'est bien beau, hein, c'est l'écoute prônée par Patrick, mais on écoute quoi? Et Dan Ping nous dit, en fait, ce qu'il faut, c'est montrer de l'attunement. L'attunement, ça veut dire comprendre ce que l'autre comprend, se mettre au diapason. Et c'est différent que de ressentir ce que l'autre ressent. Là, on parle d'empathie. Dans la négociation, c'est l'attunement qui bat l'empathie. C'est le fait de comprendre ce que l'autre ne comprend pas ou que ce que l'autre comprend qui nous permet de trouver des idées intéressantes. Alors, finalement, l'écoute, c'est d'être capable d'analyser les contraintes de l'autre. Donc, ces contraintes, c'est qui décide. Peut-être que lui, il ne décide pas et qu'on essaye de lui expliquer par A plus B ce qu'il faut faire, mais lui, il est face à quelqu'un qui lui impose ça et il ne sait pas, il n'a pas les éléments pour influer sur la situation. Ça nous permet de comprendre que en aidant à influer sur la situation, on va finalement débloquer. Quel est le problème? Bah oui, finalement, on a quelqu'un qui vient nous voir, qui est OK pour commencer une négociation, il a un problème. Quel est-il? De quand date-t-il? Et surtout, pourquoi est-ce que ce problème est encore là? C'est un problème, ils ont dû le régler. Ils ne l'ont pas fait. C'est important. C'est probablement parce que il y a là l'endroit où on peut apporter quelque chose, nous, où on peut débloquer. Quel est le timing? Quand est-ce que ce problème sera un vrai problème? Quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'ils sont en danger? Pourquoi est-ce qu'ils sont en difficulté? Quand vous mettez tout ça dans le cadre des intérêts convergents, divergents et différents, hein, c'est la slide qu'on a vue tout à l'heure avec Joe, hein, les trois différents points, eh bien, vous avez finalement toute la boîte à outils pour faire face, pour utiliser votre imagination. Comme disait Joe, il va falloir explorer divers scénarios et poser la question, et si on faisait comme ça, est-ce que ça améliorerait les choses pour vous? Est-ce que ça, ce serait acceptable pour vous? En guise de conclusion, donc, la négociation, c'est un art, c'est l'art du deal. Et l'art du deal, c'est de faire une proposition. Et une proposition impossible à refuser. Et on y arrive par l'écoute et par l'imagination. Est-ce que ça vous paraît clair maintenant, la négociation? Je me rappelle d'un de nos clients qui avait réussi à vendre son logiciel à EDF. Et EDF avait acheté parce qu'ils avaient un problème. Il fallait qu'ils rendent des infos, des tableaux avant une date limite et que ils pensaient qu'ils auraient été capables d'atteindre cette date limite et ils s'apercevaient que finalement ils n'en seraient pas capables et que seul le logiciel de notre client pouvait les aider. Est-ce que cette histoire te rappelle quelque chose, Franck? Pas spontanément. Non, je n'ai jamais travaillé avec ces gens-là.
c'est intéressant de se dire, c'est parce que on comprend qu'ils ont un problème et que c'est sur ce problème qu'il faut jouer, qu'on va pouvoir faire une vente en quelques semaines, là où d'habitude, avec des mastodontes de cette taille-là, c'est plusieurs années, le temps d'être référencé, le temps de passer à des appels d'offres, etc. De la souplesse et du lâcher-prise intellectuel sont des apprentissages clés, D'accord avec ça. mais terriblement difficiles pour nous avec nos formations. C'est très juste, en fait. On est formaté depuis tout le temps à penser qu'on est dans un univers continu et rationnel et, comment dire, euh, prévisible. Donc, si je travaille bien, eh ben, j'ai des bons résultats. Et en face, s'ils ont un problème, c'est que soit ils sont idiots parce qu'ils ont encore ce problème alors que je sais comment l'éviter, soit ils sont face à quelque chose qui n'est pas, qui ne peut pas se résoudre. Donc tout ça sont effectivement, comme tu le dis, des conséquences d'une éducation où on cherche à nous rendre le monde euh, évident et simple. Qui a des vertus, qui en avait beaucoup à une certaine époque, hein, qui en a un peu moins. On a toujours été face à un univers incroyablement chaotique, hein. À ce point-là, Nos grands-parents ont vu des guerres mondiales. non, mais j'ai pas dit dangereux, j'ai dit non prévisible. Nos Euh, grands-parents, quand ils sont nés, ne pouvaient pas imaginer qu'on allait pouvoir voyager entre la France et les États-Unis en 6 heures. c'est vrai. C'est un changement considérable. La carte qu'on leur a dessinée a changé de taille. C'est vrai pour certains progrès scientifiques, mais pour ce qui concerne le comportement humain, je pense qu'on est là dans une période particulière. Mais enfin bon, Ok. ça c'est affaire d'appréciation. Intéressant. Patrice, C'est sympa, c'est un bon wrap-up de plein de choses, donc c'est utile. Je pense que on en a tous besoin. effectivement, je pensais que c'était intéressant de, 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 de revenir sur un sujet qui est clé en fait pour l'entrepreneur. C'est absolument clé de savoir négocier. C'est un savoir-faire qu'il faut développer année après année et qui euh, permet d'améliorer le monde par son écoute, par sa capacité à faire travailler les gens ensemble.